Pensez-vous qu'il est absolument impossible que la technologie puisse renforcer nos liens? Que faudrait-il pour qu'elle le puisse? Alors, la technologie a toujours contribué à renforcer ou à appauvrir nos liens. C'est tout à fait neutre. C'est vraiment l'usage qui est fait des technologies qui va déterminer qu'elles vont contribuer à notre lien, à nos rapprochements ou pas. Après, on a de plus en plus une génération d'outils qui sont des outils de communication, mais qui ont des spécificités et qui vont, par exemple, permettre, je vais prendre l'exemple de Bumble, une application de rencontre, plutôt pensée pour être favorable à une expérience apaisée du côté des femmes. Ben, sur Bumble, désormais, on peut non seulement interrompre une conversation, on connaissait le ghosting, ce phénomène qui consiste à ne pas répondre à des messages et à disparaître après qu'on ait passé un moment ensemble, par exemple. Là, ça va un peu plus loin, puisqu'on peut priver l'autre de la faculté de nous écrire des messages en le unfriendant unilatéralement, en le retirant de ses contacts. Et du coup, c'est plus fort que le ghosting, c'est une fonctionnalité de l'application qui permet de dire à l'autre, tu ne peux même plus me parler. C'est pas que je ne vais pas te répondre, c'est que tu ne peux même plus me parler. Et en fait, ces fonctionnalités, elles ne sont pas neutres. Elles ont des impacts sociaux. Et au fond, les technologies qu'on utilise, elles nous disent un petit peu aussi combien on a envie de se définir par son image. Évidemment que si on interagit prioritairement sur Instagram, la question de notre image, de notre soin capillaire, de notre allure, de nos problèmes de peau va avoir un poids considérable. Je crois qu'un tiers des photos que prennent les adolescents, ce sont des selfies. Ça te donne une idée de combien l'image, dans les relations sociales, s'est imposée comme une forme de dogme et de norme. Donc, on a des outils qui proposent des rencontres un peu moins basées sur le physique ou un peu moins basées sur l'instantanéité, dans lesquelles on va prendre le temps de correspondre, de s'écouter, de faire son portrait mutuel, etc. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas du tout accuser les outils. On a absolument besoin des outils pour réinventer les communautés, les groupes, les réseaux qui vont remplacer, j'espère, les réseaux, les groupes et les communautés dont on est en train de s'affranchir, de s'émanciper, puisque visiblement, elles ne nous laissent pas complètement satisfaits. Donc, tous ces, toutes ces évolutions, elles se font grâce aux technologies qui sont rigoureusement neutres, à mon sens. C'est vraiment l'usage qu'on va faire des technologies. Si on a à cœur de développer des liens de solidarité, on va pouvoir utiliser Facebook. Et si on a envie de se mettre en avant, on va pouvoir utiliser le même Facebook. Donc, c'est vraiment le projet personnel, la dynamique propre qui va engager et déterminer le sens de ces outils. Alors nous avons du coup une seconde question qui est arrivée. Quels sont les risques si nous ne devenons pas acteurs de notre vie sociale, si l'on reste passif? Alors, je crois qu'on n'a même pas le choix, en fait. On peut être acteur de sa solitude. Et ces jeunes Américains qui sont 27% à dire « je n'ai pas besoin d'avoir des amis, je n'en ressens pas le besoin », ce sont sans doute parmi eux que se recrutaient quelques mois ou quelques années plus tôt ceux qui disaient je n'ai pas d'amis. Donc ils s'y ont fait et ils ont fait le deuil d'une forme de socialisation qui n'est peut-être pas obligatoire, mais qui, à mon sens, a enrichi des générations et des générations d'humains, qui est la relation d'amitié. Et il y a beaucoup de deuil qu'on peut faire. Donc ça peut aller très très loin et on peut vraiment inventer une vie dans laquelle la vie sociale est complètement au second plan. Beaucoup de gens n'ont pas acquis ou pas eu envie d'acquérir les savoir-faire et les savoir-être dans lesquels ils se rendent vulnérables, dans lesquels ils se montrent eux-mêmes, ils tombent le masque, ils se donnent à voir dans une forme d'authenticité qui, qui permet une connexion à l'intime. Et en fait, quand, par exemple, on n'a pas fait ces acquisitions ou qu'on considère qu'on se rend trop vulnérable, si on se montre trop vrai, eh bien, on pose une forme de barrière. Et c'est d'autant plus tragique qu'on est à une époque où la grande barrière qui a toujours été l'espace, c'est l'espace qui nous éloigne, qui fait qu'on n'est pas en lien les uns avec les autres. Cette grande barrière est abolie par Internet, comme l'a très bien montré Luc Gentil tout à l'heure. Il y a une extraordinaire transformation
de notre rapport aux autres du fait de cette abolition de l'espace. Et on pourrait peut-être en profiter pour aller inventer les liens qui nous vont bien. Et moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui sont fâchés avec leur famille, fâchés avec les compagnons de promo dont ils considèrent qu'ils se sont formatés à l'excès et qu'ils se sont inventés un self, un soi un petit peu bidon, un peu fake comme ça pour être intégré et se sentir pleinement appartenir. Donc, je ne jette pas la pierre à ceux qui ne sont pas à l'aise avec les formes relationnelles ou les codes ou les usages qui leur sont proposés. Mais c'est peut-être dommage de ne pas profiter de cette incroyable vide social qui s'est fait autour de nous pour réinventer, parce qu'on en a vraiment la faculté, la liberté, réinventer les usages, les codes, les manières de tisser des liens pour s'y retrouver, pour que ça nous ressemble et pour que d'une certaine manière, cette vie sociale qu'on invente soit aussi une partie de notre œuvre. Et comme je le disais en conclusion, il y a quelque chose de magique, c'est que quand on fait je sais pas, un projet de loisir ou un projet de carrière, ben on est en fait seul face à soi-même. Dans le cadre d'un projet si informel soit-il de socialisation, on n'est pas seul, on est avec d'autres dont on va euh, découvrir ce qu'ils sont eux aussi en tant qu'acteurs de leur propre socialisation. Et c'est assez magique. Moi, j'ai passé mes 20 dernières années à essayer de créer des liens entre les gens. Et je vous assure qu'il n'y a rien de plus jubilatoire que d'avoir créé les conditions d'émergence de liens authentiques. Quand, en 2003, par exemple, j'ai lancé Peuplade, qui était donc une plateforme de réseau social local. J'avais à cœur que les gens ne se jugent pas sur le physique et qui ne se laissent pas intimider par les différences d'âge et qui ne se laissent pas intimider par tout ce que prescrit les différences de sexe. Du coup, le profil était designé avec une trentaine ou une cinquantaine de questions. On n'était pas obligé de répondre à toutes. Et je faisais en sorte qu'on ne puisse pas savoir si on avait affaire à un homme ou à une femme. Et régulièrement, on pouvait lire des profils, on était touchés. Et donc, on avait envie d'écrire et on ne pouvait ne pas se gêner. On écrivait à la personne pour dire que son profil, c'était des questions comme quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ou quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Ou qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le maire de l'arrondissement ou de la commune? On était touchés par des gens dont l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle nous était absolument inconnue et le visage encore plus. Et on se retrouvait avec des amitiés de gens qui avaient 28 ans et des gens de 76 ans. Certains étaient très à droite, d'autres très à gauche. Et en fait, ils s'étaient retrouvés dans une affinité improbable. Et ça, pour moi, c'est la magie d'Internet, c'est qu'on va pouvoir designer les cadres dans lesquels se nouent nos liens. Et ça, c'est vraiment inédit de pouvoir à ce point s'émanciper du genre, par exemple. Le genre, c'est un des éléments les plus structurants. Quand un enfant naît, on dit alors c'est un garçon ou une fille. Et en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est avoir un lien avec un humain dont le genre n'est pas spécifié. Il est détenteur d'une sensibilité, détenteur d'une histoire, d'une expérience, d'un point de vue, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On ne le met pas dans une des deux grandes cases. Ben, en fait, c'est passionnant, ces liens-là. Donc moi, ce que j'ai à dire sur qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'efforts ou qu'on n'a pas à cœur de prendre en charge sa vie sociale, ben on passe à côté de choses grisantes, excitantes, uniques, et on passe à côté aussi de tout ce qu'on pourrait donner aux autres et qui pourrait nous donner à chacun de nous le sentiment qu'on vit vraiment notre vie parce qu'on a su se mettre un peu dans une posture de service et notamment donner à ceux qui n'ont peut-être pas eu assez de chance ou assez de capacité ou assez de bonnes rencontres pour être entrepreneurs de leur lien. Donc on va pouvoir nous porter à leur secours et leur proposer des liens. Et souvent les gens qui sont sur eux-mêmes sont plus intéressants, ont beaucoup plus de choses à dire que ceux qui vont spontanément vers les autres. Donc, ce serait dommage de se passer des liens qu'on peut avoir avec les introvertis, par exemple, ou les timides, ou tous ceux qui restent un peu
dans l'ombre si on ne va pas les solliciter. Alors, nous avons une dernière question qui est arrivée dans les commentaires. Vous abordez la question de la famille, des liens sociaux. Mais qu'en est-il des relations amoureuses ou amicales? Comment allons-nous remplacer les premiers regards ou encore cette notion de feeling que l'on peut ressentir quand on rencontre une personne physiquement pour la première fois? Oui, Grande ben, ça question. fait partie de ces choses qui sont peut-être de l'ordre du vestige, surtout à une époque où dès qu'on est dans l'espace public, on doit être masqué, et donc il nous manque les 2 tiers du visage, l'essentiel du non-verbal, on a juste les yeux, on ne sait pas si la bouche sourit, grimace, on passe à côté de beaucoup de choses. Bien sûr, ce n'est pas neutre en fait ce qui se passe pour nous en ce moment, ça a des impacts, ça nous laissera sans doute des séquelles. Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas être dans la nostalgie parce que la pauvreté sur le plan des possibilités du, du monde physique est spectaculaire si on la confronte à la richesse des potentialités du monde virtuel. Il y a des gens, ils savent très bien communiquer ce qu'ils ressentent par des images, par des musiques, et pas du tout par des paroles. Il y a des gens qui sont complètement inhibés dès qu'ils sont en groupe, ça les amuse pas. Mais par contre, face à leur flux ou à leur messagerie, ils vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont pouvoir envoyer des messages vocaux, ils vont pouvoir préécrire leur SMS, l'effacer, finir par l'envoyer. Donc, il faut imaginer que la multiplication des potentialités, elle est quand même une opportunité. Bien sûr, il y a des choses auxquelles on est très attaché. On a une part animale, on a une part olfactive, une part tactile, dont il n'est pas question de faire le deuil, mais on va pouvoir tisser des liens de coopération avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Tout à l'heure, j'ai parlé avec une jeune femme taïwanaise. Je la verrai sans doute jamais. Elle n'a pas un souvenir en France et moi, je n'ai pas spécialement l'intention d'aller à Taïwan. Et c'est très enrichissant. On a beaucoup d'intérêts communs. On a une langue commune qui est l'anglais. Ben, merci à Internet de m'offrir l'opportunité d'être dans cette proximité avec quelqu'un qui est si loin sur le plan culturel, civilisationnel et spatial. Donc, attention à la nostalgie, elle peut nous aveugler sur toute cette extraordinaire richesse qui est à notre portée de main, pour autant qu'on s'émancipe de cette attitude un peu plaintive ou passéiste dans laquelle on peut se complaire, parce que c'est vrai que ça manque, mais qu'est-ce qu'on peut inventer en contrepartie?